Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ta vie suffit. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, je veux qu'on me foute la paix, dans la rue, à la maison, au travail. Pourquoi j'en arrive à ce moment où j'ai même plus envie qu'on me parle, j'ai plus envie qu'on me touche et qu'on me demande quoi que ce soit. En fait, concrètement, comment est-ce que je vais poser des limites nettes quand tout le monde s'attend à ce que je sois encore disponible ? Écoutez, on va en parler dans cet épisode de ce moment de saturation que beaucoup de gens vivent, ce cri du cœur qu'on n'ose pas toujours prononcer, qu'on n'ose pas toujours dire, à savoir « laissez-moi tranquille ». Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel été. Je suis de retour sur mon micro. Les derniers épisodes, je les avais enregistrés sur iPhone, donc je sais que le son était pas foufou quoi. Je suis de retour sur mon micro puisque je suis de retour chez moi en Indonésie. Et en fait, j'étais devant mon écran et je me disais... mais de quoi je vais bien pouvoir leur parler ? En ce moment, c'est une phase où je suis un peu à saturation. Pas à saturation, en fait, c'est même pas ça. Je suis plutôt dans une phase contraire, plutôt de vide, où, en fait, je suis plus dans des réflexions qui sont hyper introspectives, vraiment dans mon intériorité, et donc pas forcément avec une énergie qui est très tournée vers l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce que je traverse là, enfin, c'est pas vraiment ce que je traverse, c'est ce que j'ai traversé il y a quelques mois. En fait, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être très intéressant pour eux, pour elles. Bon, vous me direz, vous m'envoyez un petit DM, un petit commentaire, un petit truc pour que je sache si c'est quelque chose qui vous parle. En fait, ça, il y a quelques mois, c'est un cri que j'arrêtais pas de prononcer pour le coup, que je disais clairement pendant mes séances de thérapie, que je disais dans mon couple, que je prononçais à voix haute, même toute seule en fait, après des conflits, en lisant des messages, etc. Enfin, vraiment, je le braillais à voix haute. Je l'ai dit plusieurs fois avec les larmes aux yeux, je l'ai dit plusieurs fois en criant, en hurlant, en m'énervant, je l'ai dit plusieurs fois triste, je l'ai dit plusieurs fois en demandant. Et il y a plein d'espaces aussi dans lesquels j'ai pas osé dire ça. J'ai pas osé du tout le prononcer, j'ai pas du tout osé dire ce truc, mais en fait, je veux juste qu'on me laisse tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc, j'ai pas osé le dire dans la rue, j'ai pas osé le dire au travail, j'ai pas osé le dire sur les réseaux sociaux, j'ai pas osé le dire avec des amis, j'ai pas osé le dire... En fait, il y a plein d'endroits où j'ai pas osé le dire. Mais en fait, bref... Si je vous dis ça, c'est parce que je veux qu'on me laisse tranquille, c'est quelque chose qui est hyper profond et je pense que vous êtes très nombreux, voire très nombreuses, parce qu'à mon avis, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la charge mentale un peu féminine quand même là-dedans. En fait, il sous-entend « j'en ai marre, j'étouffe, j'explose, j'implose, je vais exploser, j'en ai marre, j'en peux plus, je sens que quelque chose de grave va se passer, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux qu'on me laisse tranquille dans la rue, je veux qu'on me laisse tranquille chez moi, je veux qu'on me laisse tranquille sur les réseaux sociaux, je veux qu'on me foute la paix, je veux pas qu'on me touche, je veux pas qu'on me parle, je veux pas qu'on me demande quoi que ce soit, et surtout, je veux m'appartenir. Quand j'ai mis ces mots-là, je veux m'appartenir, ça a fait vibrer tout mon corps, parce qu'en fait, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parlera, mais je veux m'appartenir. En fait, je veux me posséder moi. Voilà. Vous verrez si ça résonne chez vous, c'est lourd de sens, et j'y reviendrai. Donc je sais pas du tout si ça vous parle quand je vous dis tout ça, mais si ça vous parle, si ça résonne sur juste un tout petit peu, restez jusqu'au bout de l'épisode parce qu'on va décortiquer ça. C'est un épisode qui va pas être trop long et on va en venir justement en fait qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est dans cette période-là. J'ai clairement hésité à faire cet épisode-là parce que c'est pas très glamour comme je vous disais et que en fait c'est j'ai pas envie de renvoyer une énergie auprès de vous de nana qui râle, etc. parce qu'en fait je suis pas là pour ça et je ne cesserai de le dire. Je suis là pour apporter pas que du positif, mais en tout cas, je suis là pour vous tirer vers le haut, je suis là pour vous faire du bien aussi, entre guillemets, je suis là pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais apporter quelque chose, et j'estime que si je n'ai rien à apporter ou que j'ai pas de valeur à apporter, ça sert à rien que je m'exprime. Voilà, bon bref, je suis toujours un peu dans ce truc-là. Et donc, je me disais, non mais en fait, ça va apporter aucune valeur, parce que c'est pas du tout glamour, mais en fait, au moins, ça aura le mérite d'être authentique. Donc vous verrez que ça, pour être authentique, ça l'est, parce qu'en fait, c'est encore une phrase que j'ai envie de prononcer, c'est que je veux qu'on me laisse tranquille. Donc promis, c'est pas un épisode pour râler, mais vous verrez que ça peut quand même vous apporter quelque chose. En fait, quand j'ai beaucoup prononcé cette phrase, et ça m'arrive encore, et je sens qu'il y a encore des domaines dans lesquels j'ai vraiment envie de crier cette phrase-là, donc cette phrase-là, c'est pas juste « oh, j'ai envie qu'on me laisse tranquille ». C'est vraiment, quand je prononce cette phrase, ou en tout cas quand je la prononce pas, mais qu'elle résonne fort à l'intérieur de moi, je suis au bord des larmes, je suis au bord de l'explosion. Et je pense à toutes les mamans qui peuvent ressentir ça, parce que j'ai déjà vu ma mère dans cet état-là, à toutes les entrepreneurs qui sont dans cet état-là, les femmes qui sont dans cet état-là, en fait, j'ai vu tellement de gens dans cet état-là,
où en fait on sait exactement cette phrase quand est-ce qu'elle est en train de résonner. En fait, on en arrive à un point à ce moment-là où on a la sensation qu'on va plus pouvoir garder les morceaux ensemble de soi et qu'on va exploser comme de la porcelaine en fait qui est jetée contre un mur. On en arrive à un point, alors chez moi ça se manifeste comme ça, j'en arrive à un point où je ne peux plus blairer personne, mais vraiment, je peux plus blairer personne et j'avais juste envie de crier vraiment avec ce cri du cœur de « je veux qu'on me laisse tranquille ». J'ai ressenti cette phrase-là dans plein d'espaces de ma vie et c'est arrivé pas du jour au lendemain, mais c'est comme si en fait ça s'était monté tout doucement et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à fin d'année dernière où ça a explosé. Et donc je suis toujours un peu dans ce truc-là, mais beaucoup moins et vous verrez pourquoi et ce que j'ai fait. En fait, je l'ai ressenti dans plein d'espaces. Je l'ai ressenti premièrement à la maison et je pense que c'est important d'en parler parce que j'ai eu plusieurs messages DM de votre part aussi de femmes qui ressentent ce genre de truc-là. À la maison, que ce soit lié à de la charge mentale parce que vous êtes sursollicité. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, donc je vis pas du tout cette sollicitation-là. Mais je sais que les mamans peuvent vivre ça. Moi, j'ai vu plein de fois ma mère me parler de ça aussi, cette sursollicitation d'être tout le temps demander, devoir tout gérer, etc. Puis, il y a aussi une charge mentale, moi, ce que j'appelle la charge mentale sexuelle, en fait, qui est cette espèce de pression qu'on ressent parce qu'on ressent la libido de notre partenaire et qu'on a beau lui demander d'arrêter de nous mettre la pression, il ne dit plus rien, il ne fait plus rien, mais on le ressent. En fait, on le ressent et on ressent le regard, on ressent l'envie, on ressent le désir, on ressent les gestes, on ressent les petits essais, on ressent les tentatives. Il y a une forme de pression qu'on ressent. Donc moi que j'ai longtemps ressenti avant qu'on ait qu'on soit dans une phase de déconstruction depuis 2-3 ans, avant ça, c'était quelque chose que je ressentais. De la pression, je la ressentais, même s'il ne disait rien, qu'il ne faisait rien de déplacé, je la ressentais. Et donc messieurs, vous avez beau nous dire je parle pour les couples hétérosexuels, vous avez beau nous dire non mais attends, j'ai rien fait de mal, j'ai pas dépassé tes limites. En fait, c'est pas parce que vous dites rien ou vous faites rien qu'on ne ressent pas en fait la libido, le côté un peu insistant, etc. Et ça peut vraiment nous faire ressentir une telle pression qu'en fait il y a des moments où on va avoir envie de péter un câble. Et donc moi j'en suis arrivée à ce moment-là. Je pense que ça peut faire un épisode complètement à part entière parce que je pense que j'ai échangé au moins avec une 30aine de femmes là ces derniers mois sur le sujet. C'est extrêmement intéressant et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte en fait de la pression qu'ils ou elles mettent à leur partenaire en fait dans le quotidien. Donc bon, au-delà du fait que c'est pas ok et qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place en fait à ce niveau-là, ce que la personne ressent en fait quand on ressent que l'autre est en manque en fait, et je parle pas que de manque sexuel, mais quand on ressent une personne en face de nous qui est dans une énergie de manque, de pénurie, dans le besoin, etc., et qu'il a besoin d'être assouvi et il essaye d'obtenir quelque chose de nous, parce qu'en fait c'est ce qu'on ressent, on ressent que la personne en face de nous essaye d'obtenir un truc de notre part et d'essayer de se nourrir et de nous posséder et de nous avoir et de nous manger et qu'on lui appartienne, en fait, c'est ça qu'on ressent. On se sent exactement comme une gazelle dans la savane qui est en train d'être épiée par un lion. C'est horrible, en fait. C'est horrible, en fait. Voilà. Et c'est pas question de se victimiser ici, c'est juste que ça fout une pression monstre et que c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, je vous le dis, moi aussi, j'ai ressenti ça, alors que, vous voyez, je suis quand même sur un chemin avec mon conjoint, on est vraiment sur des chemins de déconstruction. Mais voilà, on a aussi traversé ce truc-là, je l'ai aussi ressenti. Et je l'ai ressenti particulièrement, moi, dans des phases où, en fait, j'étais dans des phases très introspectives et vraiment en introversion, où j'étais en train de mon intérieur, il y avait plein de questions qui se bousculaient, etc. En fait, j'étais dans une phase où j'avais pas envie de quoi que ce soit, même pas envie d'être sexualisée, pas envie d'être séduisante, pas envie d'intimité, même pas de câlin, rien. J'avais juste envie d'être dans mon intériorité. Et quand on est dans ces périodes-là, le fait de vivre en couple, forcément, on est à 2 vitesses et qu'on n'est pas toujours aligné sur les mêmes phases, etc., ce qui est complètement normal, ça peut créer de la charge mentale. Et moi, je sais que j'ai ressenti cette pression-là de « mais putain, mais laisse-moi tranquille !» au point de vouloir même habiter seule. Et je me dis aussi encore aujourd'hui, donc je suis très heureuse de l'homme avec qui je suis, etc., il n'y a pas de souci là-dessus, mais je me dis quand même que si demain je devais être célibataire, je ne sais pas si je revivrais en couple. Je sais pas. Je sais pas si je revivrais la vie à 2, parce que mine de rien, il y a une forme de charge mentale qui se crée quand on vit à 2, qui est pas la même que quand on vit seul. Mais bon, à côté de ça, il y a plein de côtés cool de la vie à 2 qu'on n'a pas quand on est seul. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais donc ça, c'est le premier point, c'est à la maison. Charge mentale dont, je sais pas, moi j'entends pas énormément parler, enfin si, de plus en plus, mais pas dans le quotidien. On entend parler de ça sur des podcasts comme ça, ou via des coachs ou des témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Mais dans la vie de tous les jours, moi j'ai pas une seule de mes copines qui m'a dit ça, des proches qui m'ont parlé de ça. Il faut que j'ouvre la conversation pour qu'on dise ah oui, bah ouais, moi aussi je ressens ça. Ouais,
mais sinon, pourtant, c'est quand même un truc super commun, quoi. Donc, il y a ça. D'un point de vue perso aussi, plein de fois, ça m'est arrivé de ressentir ce truc de, mais putain, mais foutez-moi la paix. Avec des potes, avec des gens qui faisaient que de m'écrire via WhatsApp, alors que ça me gonfle, je vais te voir dans 10 minutes, pourquoi tu m'écris? Arrête avec tes vocaux, tu me racontes que t'as pissé ce matin, et puis que tu t'es fait un café, je m'en fous, on va se voir tout à l'heure, enfin, donc c'est un peu ce genre de truc. Des gens aussi que j'apprécie même pas, en fait, dont j'en ai clairement rien à faire, qui ont envie de me voir et qui me demandent, ah, moi je veux trop te voir, je pense qu'on aurait plein de points communs. Oui, ben en fait, Andouille, est-ce que tu t'es posé la question de si moi j'avais envie de te voir? Parce qu'en fait, peut-être que moi je m'en fous. Donc, je suis désolée, je vous avais dit que j'allais parler de manière brute de décoffrage, mais c'est aussi ce genre de truc-là. Vous savez, c'est ce sentiment de ras-le-bol de je veux qu'on me laisse tranquille quand on a l'impression qu'on est une opportunité pour quelqu'un ou qu'on a l'impression qu'en fait les gens veulent se nourrir de nous. Et encore une fois, attention, il n'y a pas de prisme victimaire ici parce que vous allez voir que je vais expliquer qu'on est responsable de la plupart de ces situations-là, pas toutes, mais qu'on est responsable de la plupart de ces situations-là et que c'est aussi assez intéressant. Mais il y a vraiment cette sensation de, putain, j'ai l'impression d'être un gâteau, tout le monde se sert, en fait. Non, arrêtez de me bouffer, en fait. Arrêtez de me bouffer. Et je crois que j'ai entendu plein de fois aussi ma mère dire des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Donc, dans le perso, ça m'est arrivé aussi, ce truc de laissez-moi tranquille. Et puis, sur les réseaux sociaux, bon, je vous fais pas un dessin. Je pense, honnêtement, je me suis rendu compte en juillet de, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, que, en fait, mon métier m'avait beaucoup transformée, en positif mais aussi en négatif. Ça m'a énormément fait me fermer aux gens. Je me suis devenue très méfiante parce que voilà, des histoires avec des connasses, des histoires, des débordements, des trucs à gérer, des trucs de fans, bref, des trucs en fait qui dépassent ce qui dépasse ma normalité et qui dépasse ma sensibilité. Et je me rends compte qu'en fait ça m'a aussi fait beaucoup me fermer. Et j'ai dû passer pour apprendre à évoluer sur ce terrain-là, en tout cas dans mon travail, sur les réseaux et tout, j'ai dû passer par la case me faire bouffer. Et j'ai dû passer par la case de mais foutez-moi la paix, je veux qu'on me laisse tranquille. Donc c'était par exemple dès que je faisais une story face caméra pour parler d'un sujet qui était intéressant, les 115 DM de « Ah, tes boucles d'oreilles, ah, ton make-up », alors que c'est pas du tout le sujet. Ou même les Monique et les boomers, là, j'appelle ça les Monique ou les Martine, je suis désolée. Mais parce que très souvent, c'est des boomers qui m'écoutent depuis des années, qui ont zéro conscience d'elles-mêmes et qui n'ont toujours absolument pas compris avec empathie comment fonctionnait le relationnel, etc. Et qui un jour aiment pas un épisode ou un truc et qui lâchent du coup des vieux commentaires négatifs alors qu'elles ont profité de mon travail pendant des années. Exemple, hein, la certaine boomer qui a mis un commentaire récemment sur mon podcast de « Ouais, j'ai beaucoup aimé pendant des années, mais j'ai fini par me lasser des mois. » Bah, je sais pas, mais un commentaire positif quand t'aimes et quand t'aimes pas, tu t'en vas, quoi, tu vois. Bon, bref, c'est des exemples, évidemment. Vous vous rendez compte que c'est là, ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce qui se passe, en fait, dans ces moments-là. C'est que, en fait, on est dans des moments de vulnérabilité immense, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de patience. Donc en temps normal, une Monique, je m'en fous, juste je la trouve bête, je trouve que c'est des actes de stupidité de faire ça et que c'est des actes un manque d'empathie. Et je me souviens même que d'ailleurs, je suis désolée, j'ouvre un autre tiroir, mais j'ai déjà eu cette discussion avec ma maman, où ma maman, je sais que des fois, quand elle est pas contente d'un truc qu'elle a commandé sur Amazon ou sur un livre, elle va mettre un avis vraiment pourri. Et moi, c'est un truc qui me choque. Et en fait, c'est tout le temps la génération boomer qui fait ça. Je suis désolée de dire ça, mais c'est tout le temps des femmes 50, 60 ans qui font ce genre d'action. Alors qu'en plus, il y a plein de femmes de 50, 60 ans qui me suivent, qui sont tout le contraire, et qui sont nuancées, qui disent quand elles aiment pas, mais c'est pas avec des commentaires négatifs ou des trucs où elles se lâchent, elles notent le positif, etc. Mais il y a un espèce de truc, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est une génération qui est pas née avec les réseaux sociaux, ou, franchement, je sais pas, et ça se trouve, c'est juste moi qui suis dans les stéréotypes à fond, mais ce truc d'être dans une ingratitude pas possible, de ne jamais lâcher un truc positif, et par contre quand il y a un truc négatif, de se lâcher, de descendre sans faire preuve d'empathie, comme si en fait la personne elle allait pas lire ce qu'on allait écrire. Bon bref, donc vous comprenez que, je referme le tiroir, quand on est justement dans ce moment de putain, je veux qu'on me laisse tranquille, en fait on devient vulnérable à ce genre de choses, parce qu'en temps normal, le commentaire de la Monique là, qui a commenté récemment sur mon podcast sur Apple, je me serais dit ouais, ok, elle est relou. Je me serais éventuellement posé la question de est-ce que je parle vraiment trop de moi, etc. Pourtant j'essaie quand même de faire attention. Puis ensuite je me serais rappelé de vos DM, la plupart d'entre vous qui me disent mais Chloé, arrête de t'approprier les critiques de tes haters, c'est juste des gens qui ragent, c'est pas pertinent, arrête de t'approprier ça. Ok. Mais quand je suis dans ces moments de vulnérabilité, la Monique, en fait, elle me gonfle. La Monique, elle me gonfle, je m'énerve, j'ai envie de lui dire, mais en fait, j'ai envie de la critiquer. Voilà. Donc, en fait, je deviens une Monique aussi. Je suis désolée pour toutes les Moniques, fallait que je trouve un prénom. Bon, bref, vous avez compris. Donc, je deviens beaucoup plus vulnérable.
Et bon, bref, je vais pas vous faire la liste de toutes les situations, mais en gros, évidemment, il y a sur les réseaux, dans mon travail, le perso, à la maison, avec le partenaire, etc. Et puis, il y a de manière générale une espèce de sensation de, par exemple, dans mon travail, de ne bosser que pour donner de ma personne. Ça, c'est aussi une sensation que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, c'est que je donne énormément depuis des années et en fait, c'est ce qui m'a beaucoup motivée dans mon entreprise, dans mes différentes entreprises, c'était de créer et de donner. J'ai vraiment été énormément portée par cette sensation de contribution, de donner. Ce qui fait qu'en fait, donner sans compter, c'était quelque chose qui était complètement OK pour moi. Mais en revanche, en retour, je me suis rendu compte récemment qu'en fait, je sentais que en retour, j'attendais de la gratitude. J'attendais pas rien et je pense que quand on dit non mais j'attends rien en retour, je crois que c'est pas vrai. Je pense qu'on manque de conscience sur soi quand on dit ça, la plupart du temps, mais bon, bref, ou de sincérité, mais ça c'est un autre sujet. Je pense que j'attendais un peu de gratitude en retour et que du coup, quand je suis dans ces moments de vulnérabilité-là, je me rends compte que l'ingratitude en retour, je ne la tolère pas. Donc voilà, et je suis encore un peu dans ce truc-là où OK, donner, c'était OK. Et là, en fait, là, j'ai envie de me donner à moi. Le truc, c'est que je veux pas rompre de lien avec vous. Donc, il faut que je trouve un moyen pour moi qui est juste de rester dans le don, de quelque chose qui fasse sens. J'ai pas envie de faire les choses pour du business, ça m'intéresse pas vraiment. Et quand je suis éteinte, c'est pour toujours. Donc, j'ai envie de donner, mais je veux donner en me donnant aussi à moi et en respectant un peu plus mes besoins, etc. Donc, c'est un petit équilibre qui est délicat à trouver, mais je suis dedans, je suis sur le chemin. Bon, bref, on en parlera dans quelques mois quand j'aurai bien compris comment ça fonctionne, ce truc. En tout cas, voilà, c'est une sensation aussi que j'avais, par exemple, dans le travail, d'être, en fait, de n'exister que pour donner. Dans mes relations perso et dans mes relations pro, de devoir être là, de devoir toujours être celle qui tire vers le haut. Donc ça, je l'ai énormément eu aussi dans beaucoup de mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. J'ai beaucoup eu la sensation dans ma vie, et je l'ai toujours, de devoir, entre guillemets, être la nana qui doit tirer vers le haut et qui prend cette responsabilité de manière totalement inconsciente. Et remettez-moi dans un groupe d'inconnus, de gens que je ne connais pas, je vais de nouveau reprendre cette posture-là. Et vous me remettez n'importe où, je vais de nouveau reprendre cette posture-là. C'est pas forcément un truc de sauveur, parfois ça peut prendre cette forme-là, mais c'est en fait comme si c'était une responsabilité que je prenais, j'avais l'impression que ça m'incombait de manière tout à fait naturelle, alors qu'en fait, bon, c'est moi qui la prends, mais c'est comme si c'était un mécanisme de survie, je ne savais pas faire autrement que d'endosser cette responsabilité-là, alors qu'en fait, c'est ma responsabilité, enfin, c'est moi qui m'octroie cette responsabilité-là, en fait, hein. Donc je suis pas du tout une victime du truc, c'est pour ça qu'en fait, c'est dans ces moments-là, on peut pas dire « Ah, mais je suis trop une victime, je suis tout le temps celle qui donne trop de ma personne et je suis tout le temps celle qui aide les autres et moi, personne ne m'aide. » Bon, voilà, je veux pas du tout tenir ce genre de discours-là, parce qu'en fait, ça, c'est manquer de clarté et de recul vis-à-vis des rôles qu'on endosse dans notre vie et qu'on endosse parce qu'on y trouve un bénéfice. Donc ça, c'est assez intéressant, mais ça veut pas dire qu'on n'en souffre pas pour autant. Vous voyez, c'est un peu comme ce truc de j'ai voulu des enfants, eh bien c'est pas parce que j'ai voulu des enfants que j'ai pas le droit de m'en plaindre. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux mamans, où en fait quand les mamans se plaignent de la charge mentale, de la difficulté, de la fatigue, etc., on leur balance très souvent ouais, mais en fait c'est toi qui les as voulu tes gosses. Sauf qu'en fait c'est deux choses différentes. On peut vouloir quelque chose et en souffrir également, et on a le droit de se plaindre et le droit de dire qu'on souffre. Donc c'est un peu la même chose, enfin, c'est pas comparable, je sais bien, mais il faut quand même que je fasse une comparaison à un moment donné. Moi, c'est un peu la même chose sur mon travail, où en fait, c'est pas parce que j'ai décidé ça que j'ai pas le droit de m'en plaindre, entre guillemets. Mais bon, c'est pareil en fait pour les relations, le pro, le couple, le perso, un peu tout ça. Et puis il y a d'autres domaines aussi dans lesquels je veux qu'on me foute la paix en fait. J'ai vraiment besoin qu'on me laisse tranquille. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et cette sensation-là, je l'ai aussi beaucoup eue dans la rue. Et je l'ai toujours dans la rue. Et je pense que toutes les femmes vont s'en rendre compte dans la rue, dans les transports en commun, etc. En fait, on n'en peut plus, on en a marre. En fait, on n'en peut plus des remarques, des sifflements, des regards lourdingues, on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus, et oui, en fait, on est assez intelligente pour faire la différence entre un mec qui est hyper lourdeau et un mec, en fait, qui est poli et qui nous aborde, en fait. On sait clairement faire la différence, on n'est pas teubé. C'est pour ça aussi que toutes les personnes qui disent « Oui, mais on sait plus comment aborder les femmes, etc. » Non, vous inquiétez pas, les femmes sont toutes intelligentes, on fait très bien la différence entre quelqu'un qui est lourdeau, qui est lourd, qui manque de respect, qui respecte pas notre zone d'intimité, de sécurité, etc. et quelqu'un d'autre qui est poli, respectueux, qui est pas insistant, etc. En fait, on fait très très bien la différence, on n'est pas débiles, hein. Donc en fait, c'est même pas un sujet. Mais bref, je clôt le tiroir. En fait, tout ça pour vous dire, moi, ce truc de je veux qu'on me laisse tranquille, ça m'a choquée parce que cet été là, il y a quelques semaines, enfin du coup, je crois que c'était il y a 2 semaines.
je suis allée avec ma meilleure amie à Rome. J'ai passé 5-6 jours à Rome, je crois, un truc comme ça. Et en fait, à Rome, j'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné à partir du moment où je suis descendue de l'avion, j'ai mis les pieds dans l'aéroport jusqu'à ce que je reparte, que ce soit de l'aéroport, dans la ville, dans les restaurants, dans les soirées, dans les magasins. J'ai halluciné, mais vraiment halluciné, du comportement des hommes. J'ai halluciné, et pas dans le sens positif. Je me suis sentie comme un bout de viande, comme je ne m'étais pas sentie comme ça depuis longtemps. Je crois qu'en France, je suis devenue trop vieille pour me faire draguer. C'est terrible de dire ça. Non, je le pense pas pour de vrai. Malheureusement, il y a quand même une réalité assez triste là-dedans, c'est qu'une femme après 30 ans se fait moins draguer que quand elle a 20 ans. Je vais pas m'étaler sur un sujet épineux et scandaleux qui est la jeunesse chez la femme et l'objectification des femmes très jeunes, mais bref, je me faisais plus draguer quand j'avais 15 ans qu'aujourd'hui, j'en ai 33. Eh bien, à Rome, j'ai halluciné, c'était même pas à me faire draguer, en fait, j'avais l'impression d'être un bout de viande. Les regards extrêmement lourds d'hommes qui avaient le double de mon âge, des remarques déplacées, des phrases, heureusement que je comprends pas l'italien, prononcées sur le bout des lèvres, sur mon passage, etc., des têtes qui se tournent, des regards tellement insistants qu'en fait, je me sentais déshabillée du regard. Et en fait, ça m'a immédiatement fait bouillonner. En plus, moi qui fais mon self-défense, mes stages de boxe, mes trucs, j'avais envie de me battre. Je vous jure. Et en fait, j'étais là, mais putain, mais laissez-moi tranquille. J'avais vraiment envie de crier, j'étais énervée, mais évidemment, je pouvais rien faire. Donc, à part ronger mon impuissance et me dire que j'en ferai un podcast plus tard, je pouvais pas faire grand-chose. Mais je l'ai ressenti aussi. Donc, ça, c'est un petit état des lieux de toutes les situations où on peut ressentir ce truc-là. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a tout ça, là, toute cette sensation de « mais laissez-moi tranquille ». En fait, j'ai l'impression d'être bouffée sans mon consentement. Honnêtement, dans la plupart des sphères, en fait, on est responsable de ça. Et d'autres, on n'est absolument pas responsable de ça, à savoir, par exemple, dans la rue, et comme ce que j'ai vécu à Rome, c'est un des exemples, mais il y a plein d'autres endroits où on n'en est pas responsable du tout. C'est aussi pour ça que, du coup, attention avec ces trucs de « mais c'est que je l'ai manifesté » ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Il y a aussi le fait qu'on fonctionne dans un système qui va un peu de travers, et que dans plein de cultures ou dans plein de sociétés différentes, etc., il y a des manières de fonctionner qui sont plus respectueuses de certains genres, de certains sexes, de certaines cultures, de certains types, de certaines couleurs de peau, etc. Bref, on va pas reparler de la discrimination, mais il y a des choses qui sont des faits, en fait. Bref, là où j'en suis responsable, parce que c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est que le fait d'avoir la sensation de donner à 100%, je me suis rendu compte, donc, que j'attendais de la gratitude en retour, qui fait qu'en fait, je déteste l'ingratitude, parce qu'en fait, j'attends rien, mais juste de la gratitude. Donc, en fait, j'attends pas rien. Mais c'est aussi d'être objectifié et d'être utilisé, en fait, qui me fait péter un câble. Et donc, c'est que cette sensation-là, c'est parce qu'il y a des endroits dans ma vie dans lesquels je me suis laissée être objectifiée, laisser être utilisé, parce qu'il y avait forcément un bénéfice quelque part. Et attention, je prenais ça avec des pincettes, c'est-à-dire que ça, c'est pas du tout valable dans la rue. Je parle par exemple dans mon travail, c'est moi qui ai créé l'objet de mon objectification, même si ça veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est ça, c'est moi qui en suis responsable. Dans, par exemple, avec mes potes, etc., d'endosser certaines responsabilités, etc., c'est moi qui en suis 100% responsable. Donc là où j'en suis responsable, c'est par exemple quand j'ai pas dit fermement à la maison que, en fait, je ne tolérerais aucune pression sexuelle, quelle qu'elle soit, et que c'était un non négociable au point où, en fait, avec un débordement, je quittais la maison. J'aurais pu le faire. Donc, je l'ai fait, mais je l'ai fait au bout de plusieurs années de relation. C'est aussi, par exemple, de ne pas avoir dit avec certains de mes proches, des potes, ou même avec des gens que j'ai pas envie de voir, mais qui visiblement ont envie de me voir, qu'en fait, j'avais juste pas envie, en fait, et que j'avais envie, moi, de me faire passer en priorité. Et là où j'en suis responsable, c'est parce que je me suis pas rendu compte qu'il y a des moments aussi dans la vie où on est dans des phases où on a juste envie d'être radin. En fait, on n'a pas envie de donner de nous. Et en fait, ça, c'est complètement OK. C'est aussi pour ça que le dev perso et tout, c'est cool, d'accord ? C'est vrai que c'est super important d'être inscrit dans une démarche collective où on donne de soi, on donne pour l'autre, etc. Je dis pas le contraire. Mais en fait, il y a des phases dans notre vie dans lesquelles on est radin, radine, et c'est bien, en fait, c'est bien de rien donner de nous parce qu'on a envie de s'appartenir. Et je voudrais vous faire une petite métaphore en fait avec un soin énergétique que mon énergéticienne fait, et j'ai trouvé qu'en fait ça résumait hyper bien la situation. Elle me fait le soin, elle me fait le débrief après, et elle me dit c'est marrant, ton corps à chaque fois il met vraiment des grandes limites, il y a des sas par lesquels il faut passer, limite des sas de désinfection, etc. Donc tous les énergéticiens et toutes les personnes qui ont bossé sur mon corps en énergétique me disent la même chose, c'est qu'il y a vraiment des très grosses
limite et qu'en gros il faut limite faire un check-up, se désinfecter avant de rentrer. En fait, il y a une barrière et ça laisse pas rentrer grand monde, et que je sélectionne en fait qui entre dans mon énergie, mais que j'ai aussi un très grand contrôle sur mon image. Donc ça, c'est pas nouveau. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ou pensez à m'envoyer un petit DM sur Instagram, ça serait très cool, ou même un mail si vous voulez. Comme ça, je vous lis, parce que c'est difficile pour moi de vous lire sur YouTube, donc je préfère vous lire en DM sur Insta ou en mail. Si ça vous intéresserait que je fasse un atelier ou quelque chose autour de l'image de soi. Parce que vous savez que je suis passionnée, de vêtements, de textiles, de style vestimentaire, etc. Je vais pas dire mode, parce que c'est pas vraiment la mode, c'est plus le style vestimentaire. Je suis passionnée de ça, je suis passionnée de tout ce qui va être lié à l'image, que ce soit en fait comment on fait pour aligner notre image à notre vie intérieure. Et je sais pas du tout si c'est le genre de truc qui vous botterait. Donc moi, je le fais pour moi depuis des années et je m'en sens pas spécialement légitime en fait, mais je me dis peut-être que c'est un truc qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me dire, on pourrait parler de tout ça, comment est-ce qu'on contrôle son image et comment on gère son image, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'extérieur, avec le style, avec le langage non verbal, avec ce qu'on fait paraître, ce qu'on fait pas paraître. Bon, je sais pas, vous me dites. Bref, je referme la parenthèse. Mais donc en fait, l'énergéticienne me disait ça, que il y avait ces barrières, mais que deux, il y avait aussi ce contrôle sur l'image de moi. Et en effet, je contrôle énormément mon image de moi. Tout est pensé, tout est chiadé, que ce soit sur mes réseaux. En fait, parce que je veux contrôler, comment je peux dire ça, l'énergie que je représente dans le monde. Voilà. Évidemment, on peut pas contrôler à 100%, mais je veux contrôler en fait ce qui m'atteint et comment ça m'atteint. Et ça, c'est clairement mon travail qui me l'a enseigné. Et donc, mon énergéticienne me disait ça, et elle me disait, en fait, c'est fou parce que c'est ton corps, quand on lui demandait, mais en fait, tu fais tout ça, pourquoi tu contrôles autant ton image? Est-ce qu'il y a besoin d'un lâcher-prise, ou est-ce qu'il y a besoin d'abaisser tes barrières et tout? Et mon corps disait, non, pas du tout. C'est la seule manière que j'ai de me préserver pour que je m'appartienne encore, c'est tout ce qu'il me reste, sinon j'appartiens aux autres. Et j'ai trouvé, cette phrase, vous voyez, même quand je vous l'ai dit, elle m'émeut, parce qu'elle est très juste, et je la ressens, et je la pense, et ce depuis des années. Je veux m'appartenir. Et donc, le seul moyen que j'ai de m'appartenir, quand j'ai vraiment l'impression de beaucoup donner de ma personne, et de beaucoup m'exposer aussi, c'est de contrôler le peu que je garde que pour moi. Et donc c'est ça où, en fait, ce truc de « je veux qu'on me laisse tranquille », il y a quelque chose de sous-jacent là-dessous, qui est de l'ordre de « en fait, je veux apprendre à m'appartenir ». En fait, je veux m'appartenir. Je veux être à moi. Et vous voyez, quand je vous le dis, c'est vraiment encore quelque chose de très émotionnel pour moi. C'est vraiment, je veux exister pour moi, je veux m'appartenir, je suis à moi, et ce qui fait qu'en fait, je veux que la seule autorité que je reconnaisse soit la mienne. Et donc, on en revient à de l'autorité radicale. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, pourquoi pas. Donc, finalement, se dire, en fait, je veux qu'on me laisse tranquille, c'est aussi pouvoir être dans ce paradoxe de je veux qu'on me laisse tranquille, mais j'ai aussi envie d'exister fort. Et si ce besoin émerge quelque part, c'est qu'il y a bien une raison. Pourquoi déjà ce besoin de je veux qu'on me laisse tranquille émerge, je veux m'appartenir, pourquoi ça émerge? La première raison, c'est que, en fait, c'est parce qu'il y a trop de sollicitations. Il y a beaucoup trop de sollicitations, de demandes, et il y a trop aussi d'interfaces. C'est-à-dire, il y a trop, quand je parle d'interface, je parle de zones, d'endroits, de surfaces, de contacts, de liens, dans lesquels votre énergie est sollicitée. Donc, il y a trop d'interfaces. Ce qui fait que, par exemple, trop de canaux activés, en fait, clairement. C'est comme si vous étiez sur 100 000 trucs à la fois, vous avez 115 onglets ouverts sur votre page web, donc ne faites pas comme moi. En fait, votre attention, elle va être divisée par temps, par tous les onglets, parce qu'il faut que vous concentriez sur tous les trucs. C'est la même chose par rapport à votre énergie. Donc, si vous êtes dans un truc de j'en peux plus, c'est parce que trop de personnes vous parlent à la fois. Donc ça, c'est très facile à reconnaître, mais ça peut être aussi parce que il y a trop de sollicitations, trop d'interfaces qui sollicitent votre attention, trop d'interfaces qui vous demandent de l'énergie, trop d'interfaces qui vous suscitent de l'inquiétude, qui vous demandent de la créativité. En fait, peu importe, mais vous pouvez pas être partout à la fois. On peut être à plein d'endroits en même temps. Et justement, c'est ce truc, vous savez que je me bats pour ça. Quand on nous sert tout le temps ce discours, oui, tu peux pas être partout à la fois, faut que tu choisisses un truc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je fais toujours plein de trucs en même temps. Je réfléchis à l'épisode de podcast que je vais faire pendant que je couds, parce que je me suis mise à la couture. Je lis des bouquins en même temps. Moi, j'ai tendance à lire 6 livres en même temps, minimum. Donc, quand je dis en même temps, c'est pas simultanément, mais j'ai toujours 6 livres ouverts. Et tous les mois, je vais lire les 6 livres, mais je jump entre les 6 histoires ou les 6 trucs différents. Et c'est pas un souci, moi, au contraire, c'est un fonctionnement que j'aime. Donc, moi, je me bats pour ça, mais oui, c'est ok d'avoir plein d'interfaces en même temps sur lesquelles on est, mais peut-être qu'on en a trop. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de votre présence qui est exigée à plein d'endroits différents. Et puis, ça peut être aussi, si ce besoin est surgi, parce qu'en fait, vous vivez peut-être même ce qu'on appelle une forme de harcèlement. Donc le harcèlement de rue, je pense que ça se reconnaît assez facilement. Le harcèlement au travail, ça se reconnaît aussi facilement. Même
la sensation qu'on peut avoir dans notre vie amoureuse, sexuelle, ça peut aussi prendre une forme de harcèlement. Et si vous voulez pas mettre le mot harcèlement parce que vous sentez que c'est pas forcément du harcèlement à certains endroits, ça peut être aussi simplement parce qu'il y a trop de vos limites intrinsèques qui sont franchies, alors qu'elles sont pas forcément verbalisées, des limites que vous revendiquez ne pas être des limites que vous êtes complètement ok, mais en fait non, ça à l'intérieur du corps ça fait pas du tout ok. Ou ça peut être aussi parce qu'on vit trop d'objectification, à savoir je suis votre objet, vous pouvez m'utiliser selon votre besogne et vous pouvez vous nourrir de moi. Donc moi ça, l'objectification, c'est quelque chose que je vis beaucoup et je me demandais justement si c'est quelque chose que vous pouvez vivre. L'objectification, encore une fois, c'est pas juste sexuel, j'insiste là-dessus. C'est vraiment, je suis à votre service. Vous pouvez vous servir de moi comme bon vous semble, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Donc ce besoin, il peut aussi surgir parce qu'il faut tout le temps répondre, il faut tout le temps sourire, il faut continuer d'incarner en permanence la good girl ou Chloé Bloom, par exemple. Ça devient insupportable au bout d'un moment de tout le temps incarner Chloé Bloom. Il faut expliquer, il faut se justifier. Donc par exemple, moi, ça, c'est un truc que je ressens beaucoup. Et je pense que pas mal de personnes neuroatypiques peuvent ressentir ce truc aussi. La plupart du temps, je suis très lasse, impatiente et agacée de devoir expliquer les liens que je fais dans ma tête, surtout quand c'est dans des trucs du quotidien. J'adore le faire sur un podcast, j'adore le faire dans mon métier, mais dans le truc du quotidien, ça me saoule de devoir expliquer, de devoir argumenter, de devoir justifier, alors que je sais que j'ai raison, que la personne se trompe, mais en même temps ça saoule, il va falloir que j'explique toute ma démarche et pourquoi elle se trompe et ci à ça. Enfin ouais, c'est des exemples, mais ça peut être aussi pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là, enfin ouais, se justifier. Donc ça, c'est des choses qui me font au bout d'un moment exploser de vas-y, je veux juste qu'on me laisse tranquille en fait. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'être avec moi-même. Il y a un peu ce truc-là. Sauf qu'en fait, avec soi-même, on n'est pas heureux, on est des animaux sociaux, on a aussi besoin des autres. Ça peut être aussi ce besoin, il peut surgir parce qu'on se rend tout le temps disponible avec les autres. Donc le fait de se rendre tout le temps disponible, c'est pas votre nature comme vous avez envie de le laisser entendre à tout le monde. Non, vous pouvez être quelqu'un qui est disponible, mais en fait, il y a forcément des limites à ça. Ça peut être d'être tout le temps quelqu'un qui est sympa, de faire comme si on voyait pas. Genre, comme si on voyait pas que t'étais lourdeau avec nous, comme si on voyait pas que tu nous regardais, comme si on voyait pas que t'essayais de nous draguer, comme si on voyait pas. Mais putain, si on vous voit, en fait, on vous voit, donc arrêtez d'être lourd, laissez-nous tranquilles. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Et puis, ça peut être un peu un besoin, alors que moi, je ressentais parce que j'avais la sensation qu'on attendait de moi que je sois en lien tout le temps, disponible tout le temps, en lien tout le temps, dans la compassion tout le temps, dans l'empathie tout le temps. Et puis dès que c'est pas le cas, Chloé, elle est vachement hautaine, elle est vachement... elle manque d'empathie, dis donc. Bah non, c'est juste que justement, j'ai beaucoup d'empathie, je ressens tout ça, au bout d'un moment, j'en peux plus. Donc voilà. Et donc ce besoin, il surgit parce qu'à force de répondre à tout, et à essayer de répondre à tout, on s'entend plus. On s'entend plus nous. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement que être tranquille? Quand on se dit ce truc de « en fait, je veux être tranquille », ce que ça veut dire, c'est j'ai besoin de me sentir en sécurité. Je veux ressentir de la sérénité, je veux avoir de l'espace et surtout, je veux du silence. Chez moi, je ne sais pas si ça prendra cette forme pour vous, j'ai besoin de penser sans être interrompu. Donc, la sollicitation, si elle interrompt mes pensées, c'est trop. Et je suis déjà comme ça depuis que je suis très jeune, c'est un truc que je vous disais déjà même dans les trajets en voiture avec mes parents, je voulais me mettre à l'arrière et je disais non mais attends, moi je veux penser. Laissez-moi tranquille, je veux pouvoir penser. Donc c'est une activité à laquelle je m'adonne et je ne veux pas être interrompue dans cette activité-là. Pouvoir penser, pouvoir réfléchir tranquillement, qu'on me laisse tranquille. Vous voyez, même là, il y a encore l'énergie du truc. Ça peut être aussi, en fait, ce que être tranquille veut dire, ça peut être aussi que ma liberté de mouvement ne soit pas entravée, pas étouffée. En fait, je veux pas être sollicitée par des bzz, 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 bzz de moustiques en permanence. Vous savez, quand je vous parle de bzz de moustiques, c'est parce qu'en fait, ça prend cette forme-là, ça prend cette forme de brouhaha ou de petite piqûre qui est pas très grave, mais quand il y en a plein, au bout d'un moment, ça finit par nous irriter, ou au début, c'est une petite gratouille, puis ça finit par nous écorcher, c'est un peu ce genre de choses-là. Être tranquille, ça peut aussi vouloir dire, en fait, je ne veux plus rien devoir à personne. Je veux pas ressentir de redevabilité, ça me met trop de pression, trop de charge mentale, je vais exploser. Ça peut être, je ne veux pas être observé, je ne veux pas être regardé. Je vous donne un exemple, parce que ça, c'est des trucs qui me choquent sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de femmes qui dénoncent le harcèlement ou les comportements lourds qu'elles ont. Et notamment, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse en salle de sport qui faisait sa séance de jambes. Elle avait un short, une brassière, comme on s'entraîne pour la plupart du temps en fait en salle de sport quand on a envie d'être comme ça. En fait, on fait ce qu'on veut. Et elle filmait donc un homme qui arrêtait pas de se pencher. Je pense qu'il a 2 ou 3 fois son âge, qui arrêtait pas de se pencher et de vraiment regarder avec énormément de lourdeur. C'est pas juste un petit coup d'œil. C'est vraiment insistant, au point que c'était à elle de baisser les yeux, etc. Donc en fait, là, c'est extrêmement lourd, extrêmement gênant. Et donc, elle a fait un réel comme ça, en disant voilà comment se passe ma séance de jambes, ça va vous, un truc comme ça. Et dans les commentaires, l'immense majorité des commentaires, que ce soit hommes et femmes, c'était
En même temps, moi aussi, à sa place, j'aurais regardé vu ta tenue. En même temps, si tu mets une tenue comme ça, c'est que c'est pour être regardé. Ah, ça supporte pas d'être regardé à la salle. Par contre, ça met tout sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai halluciné qu'en fait, on en soit encore là aujourd'hui en 2025 à devoir dire quand est-ce que ça nous gêne qu'on nous regarde et quand est-ce qu'on est à l'aise avec le fait d'être regardé. En fait, quand on choisir le contenu qu'on poste, c'est choisir comment être regardé. Donc moi, si je veux poster quelque chose, c'est que je suis à l'aise avec les gens, avec le fait que les gens voient ma photo ou ma vidéo d'une certaine manière puisque je vais la poster comme ça. Donc il n'y a pas de souci, en fait, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, on ne subit pas un regard direct d'une personne. Donc en fait, il n'y a rien de gênant là-dedans. Il n'y a rien de gênant parce qu'en fait, on ne subit pas quelqu'un qui nous met de la pression pendant qu'on est... En fait, on a juste envie d'être peinard, à nous entraîner, à marcher dans la rue, à être avec nos potes ou à faire notre séance de sport ou quoi que ce soit. En fait, on a juste envie d'être peinard. On n'a pas besoin de subir une espèce d'énergie libidineuse sur nous à ce moment-là. Et j'ai juste halluciné qu'en fait, il n'y ait pas du tout de nuance dans les commentaires, alors que honnêtement, il y avait des gens qui avaient l'air d'être très sensés. Il y avait des gens de 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans qui commentaient. Tout le monde la même chose. J'ai halluciné en me disant, mais en fait, on veut être tranquille. Et à la limite, regarder le contenu qu'on poste, c'est bien. On veut pas voir vos yeux, on veut pas sentir votre énergie libidineuse, on veut pas sentir la pression de votre regard, on veut pas sentir qu'on est épié, on veut pas se sentir harcelé, on veut juste faire ce qu'on veut. Et visiblement, même ça, c'est trop demandé. Ce qui veut dire que quand tu mets un contenu de toi sur les réseaux sociaux, visiblement, en fait, ça veut dire que tu n'as pas le droit de dénoncer du harcèlement, de dénoncer l'objectification, tu n'as pas le droit de vouloir être tranquille. C'est un vaste sujet, mais bon, honnêtement, je pense que sur ce podcast, tout le monde comprendra. Mais en tout cas, c'est pas le cas de personnes qui ont pas du tout creusé ce sujet, visiblement. Et j'ai vraiment été hallucinée de ces commentaires, vraiment, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah en fait, elle doit juste vouloir être tranquille, et être tranquille, c'est ça. En fait, on veut pas être observé quand on n'en a pas envie, de manière lourde, libidineuse et gênante. On a envie de pouvoir se sentir en sécurité. Et puis, pour revenir à quelque chose du quotidien, en fait, ce que être tranquille, ça veut dire, ça peut aussi vouloir dire, je veux que personne ne se nourrisse de moi ou n'essaye de me bouffer. Voilà. Donc ça peut être au travail, ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans sa vie de couple, ça peut être avec ses amis, avec sa famille, avec ses parents. Moi, j'ai de la chance, je vis pas une relation comme ça avec ma famille, mais je sais qu'il y en a parmi vous, c'est le cas. Donc voilà. Ça peut être aussi juste ne pas vouloir être coupé sans cesse dans ce qu'on fait par des notifications, ne pas être coupé dans nos élans, ne pas être coupé par des questions, par des attentes implicites qu'on attend, qu'on ressent, qui sont lourdes, ne pas avoir à se justifier nos absences, notre lenteur, notre silence. En fait, ne pas être un espace accessible à tout moment et ne pas devoir faire le lien tout court et tenir le lien et sauver le lien tout le temps avec les gens. Et quand je dis les gens, c'est les autres, oui, mais c'est nous aussi, puisque nous aussi, on fait partie des gens et on est aussi peut-être un gens pour quelqu'un d'autre aussi qu'on peut plus et qui a juste envie qu'on le laisse tranquille. Donc ça, faut y penser. C'est pas, on n'est jamais 100%, il y a jamais que nous qui pensons comme on pense. Il y a plein d'autres gens aussi de l'autre côté qui pensent comme ça aussi. Bref, donc être tranquille, c'est ce que je vous disais, penser sans être interrompu, respirer sans être observé en permanence et vivre sans être épié, relu, harcelé, attendu au tournant, voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc en fait, moi, ce que je veux dire quand je dis, en fait, je veux qu'on me laisse tranquille, en fait, ce que je veux, et je vous partage ça parce que je pense que ça peut peut-être vous aider à clarifier ce que vous voulez aussi, si c'est une phrase qui trotte dans votre tête, c'est, en fait, je veux un espace safe, sans demande, sans sollicitation, sans pression, sans devoir faire attention à tout pour pouvoir évoluer librement. Je veux que ma présence ne soit pas une ressource à disposition. Je veux pas forcément me couper du monde, mais je veux pas m'y dissoudre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait plus c'est ce qu'on ressent en fait. Qu'est-ce qu'on fait plus ? On n'essaye pas de se mettre en retrait et d'adoucir notre retrait. Non, parce qu'en fait, si on se retire, c'est parce qu'on souffre, donc il n'y a pas besoin d'adoucir le truc et de l'enjoliver. On n'a pas besoin de s'excuser parce qu'on prend de la distance. On n'a pas besoin de fournir d'explications parce qu'on a besoin de calme. On n'a pas besoin de rester en ligne juste pour que des gens évitent de se sentir mal. On n'a pas besoin d'endosser une responsabilité pour faciliter quelque chose à quelqu'un d'autre en permanence. Encore une fois, il y a des exceptions, il faut prendre les choses avec des pincettes. Je me doute bien qu'avec les mamans, c'est pas la même chose avec les enfants, on va pas tout de suite faire les choses... c'est pas aussi facile, par exemple, avec des enfants que ça peut l'être avec des amis. Donc voilà, je pense que... vous le savez, ça, j'enfonce des portes ouvertes, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Voilà. Donc moi, je ressens ce truc-là depuis 1 an et demi, et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais concrètement ? Et c'est peut-être ça qui va pouvoir vous aider, et pour ça que je vous en parle. Évidemment, j'apprends à dire non. Bon, ça, c'est pas une grande nouvelle, hein, vous avez compris. D'ailleurs, j'avais déjà fait un épisode de podcast sur le non, je crois, il y a longtemps, c'est toujours valable. Mais je dis non, je mets un nom clair, je mets des stops, je pose mes limites, évidemment. J'explique aussi ce qui a changé. Parce qu'en fait, il y a ce truc
qui est fréquent, c'est que peut-être qu'avant, ça nous allait bien d'être cette personne qui endossait ce rôle-là. Peut-être qu'en fait, ça change. Peut-être parce qu'on n'en veut plus. Peut-être parce qu'avec le temps, on n'en veut plus. Parce qu'avec l'âge, on n'en veut plus. Parce que nos envies, elles changent. Nos besoins, elles changent. Et on a le droit d'avoir changé. Et de ne plus avoir envie d'endosser certaines choses. Et de ne plus avoir de patience pour certains trucs. Et de ne plus avoir d'envie tout court. Par exemple, même... Vous avez passé une période dans laquelle vous aviez tout le temps envie de sexualité avec votre partenaire, et en fait, 1 mois plus tard, vous n'avez plus du tout envie, c'est complètement ok. C'est complètement ok, il n'y a même pas besoin de justifier. Par contre, je trouve que c'est intéressant d'expliquer ce qui a changé, et juste se l'autoriser et expliquer. Ça a changé. Ça, c'est pas comme ça c'était. Et peut-être que ce sera pas comme ça plus tard, mais là, voilà, ça a changé. S'autoriser à péter un câble, hein. Moi je m'autorise clairement à péter un câble, je m'autorise à m'énerver, je m'autorise aussi à soutenir les regards lourdeaux. Je m'autorise à recadrer les mots de travers, à recadrer la moindre remarque qui est pas juste et qui est un peu sournoise, ou qui est pas... Bref, qui est un peu... qui est lunaire, quoi. Ça, je m'autorise complètement à recadrer, à rembarrer. Donc à Rome, ça m'est arrivé aussi de pas hésiter à ne jamais baisser le regard, mais à vraiment pas hésiter à recadrer aussi les hommes qui étaient relous. Pareil pour les réseaux sociaux, moi maintenant je m'en fiche, je bloque les gens relous, je prends même plus la peine de répondre, je bloque, je supprime, je m'en fiche. En fait, je m'en fiche si des gens n'ont plus accès à mon contenu, alors qu'en fait, il y a un moment donné où en fait ils ont été relous. Voilà, donc c'est simple, alors qu'avant c'était quelque chose où je me disais non mais attends, il faut quand même qu'ils aient accès, machin. Bon, non, en fait, voilà. Mais c'est la même chose avec des messages en perso ou quoi que ce soit. Si j'ai envie de répondre, expliquer en fait que j'ai pas du tout envie d'être au contact, je le fais. Mais il y a des moments en fait, si j'ai pas envie de répondre, je répondrai pas. Et c'est dans les relations en fait, c'est dans des relations que je n'ai pas, hein, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas dans des relations amicales, c'est dans des pseudo-relations à sens unique que l'autre essaye d'avoir avec moi. Je fais pas ça dans mes relations amicales. Mais bref, voilà. Mais par contre, dans les relations auxquelles je tiens, et ça c'est une question à se poser, c'est qu'est-ce que j'attends de cette relation ? Je prends le temps d'être très au clair avec la personne et très au clair sur les endroits où je respire plus. Voilà. Je prends aussi le temps d'être seule. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de faire plein de trucs sans les partager. Sans les partager sur les réseaux sociaux, alors qu'avant, j'adorais le faire. En fait, là, je le fais pour moi. Je prends le temps de faire des choses sans les partager avec mon conjoint, sans les partager avec mes potes. Je fais des trucs pour moi, sans les donner. Sans appartenir à quelqu'un d'autre, vivre des trucs pour moi, mais donc que ce soit des hobbies, du sport, de la danse, etc. Mais ça peut même être la sexualité, on peut aussi la vivre en solo et le vivre pour soi si on en a besoin pendant un certain temps, mais un temps qu'on veut en fait. Les hobbies, les soirées, ma routine. J'ai revécu pendant quelques mois ma routine juste pour moi, et en fait, mais un bien fou. Et c'est de ça dont j'avais besoin, de passer des soirées seule, manger seule, être tranquille, décider de ce que je voulais faire seule. Et c'est pas grave, et oui, c'est vrai que ça change du couple qui nous dit qu'il faut qu'on fasse tout ensemble, et qu'on se lève ensemble, et qu'on dorme ensemble, et qu'on mange ensemble, et qu'on fasse tout ensemble. Maintenant, il y a des moments, en fait, où on a juste presque envie de vivre seul, mais à deux, et il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais c'est triste quand même, mais si, mais ça », mais non, en fait, non. Il y a des moments où je crois que c'est super important de réinventer sa manière d'être en couple, loin de ce qu'on nous verse en permanence comme scénario hétéro, qui est déjà préécrit, des scripts. Non, en fait, on peut aussi vivre ça autrement. Et puis après, vous l'avez vu aussi, moins partagé sur les réseaux sociaux, parce que comme je vous l'ai dit, ça m'a aussi pas mal fermé, et que j'ai aussi besoin de vivre des trucs juste pour moi. Voilà, je fais encore plus de distinction qu'avant sur ce que je donne pas. Et ça, tout ça, en fait, ça m'a vraiment aidé à me réouvrir. Parce que, comme je vous le disais, mon métier, il m'a beaucoup, beaucoup fermé. Ça m'a rendue très méfiante, ça m'a beaucoup, beaucoup isolée. Et le fait d'avoir fait ce travail dessus, justement, sur où est-ce que je ferme des portes, ça m'a permis d'en rouvrir. Depuis 2024, de vraiment beaucoup me réouvrir, de me refaire de vraiment, socialement, vraiment beaucoup plus m'ouvrir avec mes amis, beaucoup m'entourer, faire plein de trucs avec plein de potes, beaucoup bouger, voir du monde, avoir envie de voir du monde. En fait, le fait de respecter les endroits d'introversion, ça a fait beaucoup ressortir mes endroits d'extraversion. Et ça, c'est un vrai bonheur. Voilà. Donc ça, gardez ça en tête aussi, c'est que les endroits qu'on ferme, c'est pour ouvrir ailleurs. Quand vous fermez une fenêtre, c'est pour pas qu'il y ait de courant d'air. Et vous allez pouvoir en ouvrir une autre ailleurs. Donc ça, c'est très intéressant, justement, cet endroit de « laissez-moi tranquille », cherchez les fenêtres à fermer. Vous allez voir que vous allez pouvoir en ouvrir ailleurs et ça va être beaucoup plus agréable. Donc, en gros, les différentes choses que j'ai faites, la première chose, ça a été d'apprendre à habiter mon corps sans permission et sans justification. Donc, en gros, sentir que je suis chez moi dans mon corps, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à justifier la manière dont je bouge mon corps, dont je m'habille, ni rien, ni à le corriger pour avoir le droit d'exister comme je suis, ni pour à me sentir en sécurité, que ce soit dans la rue, ma tenue, à la maison, avec les autres, etc. En fait, je bouge comme je veux. Tant pis si c'est jugé vulgaire, aguicheur ou quoi que ce soit. Tant pis si, je sais pas, ça crée du désir ou quoi que ce soit. En fait, je fais ce que je veux. Voilà. Et j'hésite pas à recadrer les gens qui font des commentaires ou les gens qui ont des trucs déplacés. En fait, je ne veux pas
que ma liberté corporelle soit entravée de quelconque manière. Je sais bien que c'est pas 100% du temps réalisable, j'ai bien compris, mais en tout cas là où je peux, je le fais. Ensuite, ça a été de reconnaître tous les endroits où je me suis effacée pour appartenir à quelqu'un d'autre, et il y en a plein. Donc c'est assez intéressant, vous pouvez le faire, d'identifier tous les espaces, donc ça peut être des espaces relationnels, familiaux, sociaux, de couple, de travail, où on s'est adapté, on a délégué notre voix, notre rythme, nos choix, etc. pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté. En fait, c'est comme si on avait effacé des non négociables pour pouvoir appartenir à quelqu'un d'autre parce que, en fait, ses besoins sont passés en priorité. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à identifier. Troisième chose que j'ai faite aussi, c'est d'arrêter de vivre dans la tête des autres. Je suis toujours sur le coup, j'essaie toujours d'apprendre, d'accord ? Mais évidemment, grande empathique et hyper sensible, c'est mon moteur, je fonctionne à ça, et c'est aussi ce qui est le moteur de mon travail. Sauf que j'étais entrée dans un espèce de réflexe permanent, et ce depuis très jeune, de toujours anticiper les attentes des autres. J'apprends à en sortir en fait. Sortir du réflexe, d'anticiper les attentes, les réactions, les jugements, et ne plus penser à travers les autres et quelqu'un d'autre, mais plutôt me dire en fait, attends, d'abord, moi qu'est-ce que je pense de ça ? C'est quoi mon attente ? Voilà. Ensuite, c'est me réapproprier mes choix, même les tout petits. Donc ça va être par exemple choisir ce que je mange, comment je mange, à quelle heure je mange, comment je veux m'habiller, comment je veux parler, comment je travaille, à quelle heure je veux aller m'entraîner, à quelle heure je veux pas aller m'entraîner, comment je veux bosser, où je veux bosser. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Faire chaque petit choix en conscience, sans pilote automatique, sans mimétisme, et ne pas hésiter à casser la routine, parce qu'en fait, il y a plein d'habitudes qu'on adopte, en particulier dans la vie de couple, ou la vie de famille, en fait, qui finissent par ne plus nous convenir, mais on se conforme à ça, parce que c'est l'habitude, voilà. Et que finalement, il y a plein de réajustements à faire. En plus, c'est cool, parce que ça recrée du nouveau, en fait, dans la routine, dans le couple et tout, et c'est trop cool. En vrai, c'est vraiment très cool. Évidemment, mettre des limites sans justification, donc dire des non sans me surexpliquer, m'éloigner quand c'est nécessaire, protéger mon énergie. Ça, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'avais fait sur justement protéger son énergie et poser ses limites. Et puis, j'ai fait tout un programme là-dessus qui s'appelle Solaire. Si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment un programme qui est là-dessus. C'est aussi d'arrêter de me demander si j'en fais trop ou si j'en fais pas assez. En fait, laisser mon ressenti décider de la juste mesure sur le coup, sur le moment. Voilà. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Porter ma voix, ça je pense que c'est pas nouveau parce que je vous en ai beaucoup parlé pendant les derniers épisodes de podcast. Porter ma voix, assumer ma manière de parler, de dire ma pensée, mon ton, mes silences. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'écoutent pas mes podcasts, qui faisaient juste partie de ma vie privée, à qui ça a fait tout drôle parce qu'en fait je suis parfois beaucoup plus douce dans la vie privée que dans le pro. Et du coup c'est des gens à qui ça a fait tout drôle, mais c'est pas grave, c'est complètement ok aussi. Comme d'habitude, ne pas adapter mon énergie à ce qui me respecte pas aussi, donc ne pas rester dans des endroits qui me dévitalisent, ça c'est sûr et certain. Essayer de revenir à ce que je veux être et ce que je veux incarner chaque jour avec l'énergie que j'ai dans la journée. Et enfin, créer un espace de référence intérieure, c'est-à-dire créer un endroit, un lieu, un repère, que ce soit une phrase, une posture, une respiration, juste un petit endroit en moi. Moi, c'est juste un petit endroit en moi, une petite pensée, en fait, un état d'être que j'ai en pensée, où je reviens, peu importe ce qui se passe au dehors, pour regagner de la clarté, me croire et retrouver de l'autorité calme. En fait, c'est revenir à mon autorité suprême, je sais pas si on dit suprême, ultime, radicale, c'est-à-dire, en fait, c'est mon autorité avant tout qui compte chez moi, parce que c'est chez moi. Voilà, donc un bon petit épisode égoïste. Alors je rigole, mais pas trop. En fait, c'est pas si égoïste que ça, vraiment. Hein. C'est que je pense que on a besoin de vivre bien avec les autres, mais qu'il y a des endroits où on arrive à saturation, surtout dans les endroits dans lesquels on maîtrise pas notre environnement. Je repense à la rue, en fait. C'est absolument insupportable. Donc les seules choses qu'on peut faire dans ces moments-là, en fait, c'est de porter notre voix, de dénoncer, d'éclairer, etc. Mais il n'y a pas, je veux dire, on pas pouvoir rééduquer les gens qui n'ont pas d'éducation malheureusement, ou qui ont une éducation qui va à l'encontre de notre bien-être malheureusement. Mais il y a plein d'endroits où on peut faire des micro-ajustements et vivre mieux ce truc-là. Et vraiment, au moins, là, je me dis avec cet épisode, en tout cas je l'espère, vous avez une idée un peu plus claire de ce que ça veut dire je veux qu'on me laisse tranquille. Pourquoi est-ce que vous vous dites ça ? C'est quoi le besoin en fait qu'il y a derrière ? Et retenez ce truc de en fait, je crois peut-être que vous voulez vous appartenir. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Vous voulez vous appartenir parce qu'en fait, à force d'appartenir aux autres, on se perd, on se dissout et c'est épuisant et on a envie de se garder pour soi. Il y a un moment donné, en fait, on a envie de se garder pour soi et c'est bon de se garder pour soi. Voilà.
J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas, vraiment, écrivez-moi. Mettez-moi un mail, un DM, un truc. Ça me fait toujours beaucoup de bien de vous lire, surtout en ce moment. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien. Je vous embrasse très fort. La semaine prochaine, on va se retrouver justement pour un épisode que je remettrai aussi en rediffusion sur justement les relations. Est-ce que vous êtes au clair sur vos relations ? Est-ce que c'est vraiment des relations sincères que vous entretenez ? Donc ce sera un épisode en rediff que vous aviez adoré. Et écoutez, je vous embrasse et à très vite. Bye bye.